Hey, comment ça va? Donc comme vous pouvez le voir, l'écran de la vidéo ne sera pas, enfin la qualité de la vidéo ne sera pas au top, tout simplement parce que j'ai décidé de filmer tout ce qui est vidéo, blabla, historique, biographie, enfin tout ce qui n'a pas besoin d'avoir une image nette, pas sur ma webcam, parce que le son est meilleur. J'ai testé hier et je trouve qu'on entend bien, donc vous me direz ça. Et puis parce que comme ça je peux filmer pendant un bon moment, ça va pas faire qu'avec mon portable. Par contre, à contrario, quand je ferai des vidéos make-up, là par contre ça sera sur mon téléphone pour avoir une image nette. Le son sera peut-être pas top, mais l'image sera nette. Donc et voilà, c'est voilà. Et puis je vais vous dire déjà direct, là on va finir la vidéo là maintenant, comme ça au moins on sera débarrassé. Par contre, les 3 prochaines vidéos qui vont arriver, je vous parlerai de 3 applications de lecture que j'ai. Une que je vous avais déjà parlé, donc je vous en parlerai en dernier, et 2 autres que je vous ai pas vraiment parlé. Et je vous expliquerai comment ça marche et tout. Oh oh oh, j'ai un signe dans mon œil, c'est pas agréable du tout. Bon. Donc on va commencer. Donc on a été à George VI, né Albert Frédéric Arthur George, donc né le 14 décembre 1895 et décédé le 6 février 1952. C'est le père d'Elisabeth Alexandra Marie, donc la future reine Elisabeth II, et de Margaret Rose du Royaume-Uni. À une époque où les membres de famille royale se mariaient entre eux, il était inhabituel qu'Albert ait eu la liberté de choisir une future femme. En 1920, il rencontra pour la première fois depuis son enfance Lady Elizabeth Bowes Lyon, la plus jeune fille du comte et de la comtesse de Strathmore et Kinghorn. Il était déterminé à l'épouser, mais elle refusa 2 fois ses avances, en 1921 et 1922. Apparemment parce qu'elle n'était pas prête à faire des sacrifices nécessaires pour joindre la famille royale. Après une période de séduction prolongée, Elisabeth accepta enfin de l'épouser. Ils se marièrent le 26 avril 1923 dans l'abbaye de Westminster. La nouvelle British Broadcasting Company souhaitait enregistrer et diffuser l'événement par radio. Mais le chapitre de l'abbaye mit son veto à cette idée, même si le doyen Herbert Edward Ryle y était favorable. Elisabeth devint ainsi son Altesse royale la duchesse d'York. Ce mariage avec une personne extérieure à une famille royale était considéré comme un signe de modernité. On se doute bien. En raison de son bégaiement, Albert craignait de parler en public, et après son discours de clôture de l'exposition impériale britannique à Wembley le 31 octobre 1925, qui fut un supplice pour l'auditoire et pour lui-même, il commença à voir Lionel Logue, un orthophoniste australien. Et ça on le sait dans le film Le Discours d'un roi, que je vous encourage à regarder si un jour vous tombez dessus ou quoi. Je sais que moi au CDI il était en DVD et j'ai pu le voir comme ça. Le duc et Logue se livrèrent à des exercices de respiration et la duchesse s'entraîna patiemment avec lui. Il fut ainsi capable de parler avec moins d'hésitation. Avec sa meilleure élocution, Albert inaugura le Parlement australien de Canberra durant une visite de l'Empire britannique en 1927. Son trajet maritime jusqu'en Australie, la Nouvelle-Zélande et les Fidji le fit passer en Jamaïque où il joua au double tennis avec un partenaire noir, ce qui était inhabituel pour l'époque et fut localement considéré comme un signe de tolérance. Le duc et la duchesse d'York eurent 2 enfants, Elisabeth, surnommée Lilibet par sa famille, et Margaret. Le couple et ses 2 filles vécurent une vie relativement abritée dans leur résidence londonienne de Piccadilly, où ils formaient une famille soudée et aimante. En 1931, le Premier ministre du Canada, Richard Bedford Bennett, proposa que le duc devienne gouverneur général du Canada, mais cette proposition fut rejetée par le roi George V sur les conseils de ses ministres. George V avait de forts doutes au sujet du prince Édouard et déclara « Je prie Dieu que mon fils aîné, Édouard, n'ait jamais ni femme ni enfant, et que rien n'empêche Bertie et Lilibet d'accéder au trône. » Le 20 janvier 1936, George V mourut, et David monta sur le trône sous le nom d'Édouard VIII. Désolé, j'étais en train de compter.
Le prince Albert et ses 3 frères, David, Henri et George, se relayèrent pour assurer la garde devant la dépouille de leur père, placée dans un cercueil fermé dans Westminster Hall. Comme Édouard VIII n'était pas marié et n'avait aucun enfant, Albert devint l'héritier présomptif au trône. Le 11 décembre 1936, Édouard VIII abdiqua pour épouser sa maîtresse, Wallis Simpson, une mondaine américaine qui avait divorcé de son premier mari et était en procédure de divorce avec son second. Édouard VIII avait été informé par le Premier ministre Stanley Baldwin qu'il ne pourrait pas rester roi et épouser une femme divorcée dont les précédents maris étaient encore en vie. Je crois que... Non, je vous l'avais pas raconté ça. Donc venez de l'apprendre. Pourquoi la reine Elisabeth est devenue reine, en fait. Édouard VIII préféra renoncer au trône plutôt qu'à sa relation avec Wallis Simpson. Donc Albert devint roi, une fonction qu'il était réticent à accepter. Vous comprenez, vu son bégaiement. La veille de l'abdication, il se rendit à Londres pour voir sa mère. Il écrivit dans son journal « Quand je lui ai dit de ce qu'il se passait, j'ai craqué et fondu en larmes comme un enfant. » Le stress de la guerre avait épuisé la santé du roi. Son tabagisme déjà important fut à l'origine d'un cancer du poumon et d'autres problèmes de santé, dont l'athérosclérose à l'affaiblir. La princesse Elisabeth, l'héritière présomptive, remplaça de plus en plus souvent le roi dans ses fonctions publiques. Une tournée prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande fut repoussée, car le roi avait été victime d'une embolie dans la jambe droite, qui fut opérée en mars 1949. Cette tournée fut réorganisée pour la princesse Elisabeth et son époux, Philip Mountbatten, remplace le couple royal. Le roi fut suffisamment en état pour ouvrir le Festival of Brighton en mai 1951, mais il subit une pneumonectomie. C'est compliqué. Le 23 septembre pour une tumeur maligne. Lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement en novembre, le discours du trône fut lu par Lord Chancelier Lord Simons. Son allocution de Noël de 1951 fut enregistrée en plusieurs parties qui furent regroupées pour la diffusion. Le 31 janvier 1952, malgré les conseils de ses proches, il se rend à l'aérodrome de Londres pour assister au départ de la princesse Elisabeth et du prince Philippe vers l'Australie. Malade et physiquement affaibli, c'est la dernière fois que le souverain apparaît en public. George VI meurt le 6 février 1952 dans son sommeil d'une thrombose coronaire dans sa résidence de Sandringham House à l'âge de 56 ans. Désolé, j'ai du mal à parler là en ce moment. À 7h30 du matin, son valet de pied qui venait le réveiller découvre le corps inanimé du souverain. Il transmet alors la nouvelle par téléphone au palais de Buckingham en utilisant la phrase codée Hyde Park Corner afin d'éviter d'alerter les standardistes de la nouvelle de la mort du roi. Alors qu'elle est en voyage au Kenya, la fille aînée du roi, la princesse Elisabeth, apprend la nouvelle. Elle devint la reine Elisabeth II et accède au trône à l'âge de 25 ans. La nouvelle est annoncée au monde à 11h, lorsque le journaliste de la BBC, John Snagg, prononce ces mots. C'est avec la plus grande tristesse que nous faisons l'annonce suivante. À la radio, la nouvelle est répétée toutes les 15 minutes, et pendant 7 fois, avant que la radio ne devienne complètement silencieuse pendant 5 heures. En signe de respect, la cloche Great Tone de la cathédrale Saint-Paul est sonnée toutes les minutes pendant 2 heures, ainsi que les cloches de l'abbaye de Westminster. La cloche de Sébastopol, un trophée installé au château de Windsor, qui ne sonne qu'à la mort d'un monarque, est sonnée 56 fois, une fois pour chaque année de la vie de George VI, entre 13h27 et 14h22. La Chambre des communes se réunit peu avant midi pour exprimer sa douleur et son deuil. Le conseil d'accession se réunit à 17h au palais St. James et proclame solennellement la princesse Elisabeth, reine du Royaume-Uni. Le cercueil de George VI est transporté de l'église Sainte-Marie-Madeleine au palais de Westminster à Londres, où pendant 3 jours, des milliers de personnes défilent devant la dépouille du roi afin de lui rendre un dernier hommage. Ses funérailles d'État sont célébrées le 15 février 1952. À 9h30, le cercueil du défunt roi quitte Westminster Hall, porté par 8 soldats des Grenadier Guards et placé dans un affût de canon, le même qui avait transporté le cercueil de George V. Il est drapé de l'étendard royal, au sommet duquel sont placés la couronne impériale d'apparat, un orbe et un sceptre, ainsi qu'une couronne d'orchidées et de lys.
Le cercueil est tiré par un groupe de marins sur les 3,5 miles, donc c'est 5,6 km, de New Palace Yard à Paddington Station, d'où il partira vers Windsor en train. Au cours de la procession à travers Londres, plusieurs chefs d'État et membres de famille royale marchent derrière le cercueil, dont le roi de Norvège, Haakon VII, le roi de Danemark Frédéric IX, le roi de Suède Gustave VI, Adolphe, Adolphe le roi de Grèce Paul Ier, le président de la République française Vincent Auriol, le président de la République de Turquie Celal Bayar, le duc de Windsor, donc l'ex-Édouard VIII et frère du défunt roi, ou encore le duc d'Édimbourg, gendre de George VI. Lorsque le convoi funèbre arrive à Windsor, le cortège est similaire à celui de Londres, mais de taille réduite. Après une cérémonie religieuse, le roi George VI est inhumé dans le Royal Vault, un caveau situé en la chapelle de Saint-Georges du château de Windsor. Son cercueil est transféré dans le mémorial George VI de la chapelle le 26 mars 1969. En 2002, la dépouille de sa veuve, la reine-mère Elisabeth Bowes-Lyon, et les cendres de sa fille cadette, la princesse Margaret, sont inhumées dans cette chapelle. 70 ans après son décès, le cercueil de sa fille, la reine Elisabeth II, sera inhumé dans la même chapelle. Donc nous allons passer enfin à la reine qu'on connaît le plus, donc la reine Elisabeth II, née Elisabeth Alexandra Marie. Elle est née le 21 avril 1926 et est décédée le 8 septembre 2022. Mère de Charles III, né Charles Philippe Arthur George, de la princesse Anne-Elisabeth Louise, d'Andrew d'York, né Andrew Albert Christian Édouard, et Édouard de Wessex, de son nom complet Édouard Anthony Richard Louis. La reine Elisabeth a une sœur, Margaret, de 4 ans, sa cadette. Les deux princesses sont éduquées à domicile sous la supervision de leur mère et de leur gouvernante, Marion Crawford, surnommée Gruffy. L'enseignement se concentre sur l'histoire, l'élocution et la littérature, ainsi que la musique. Au désarroi de la famille royale, Crawford publie en 1950 un livre sur l'enfance d'Elisabeth et de Margaret, intitulé The Little Princesses, les petites princesses, dans lequel elle décrit l'amour d'Elisabeth pour les chevaux et les chiens, sa discipline et son sens des responsabilités. D'autres témoins corroborent ces observations. Winston Churchill écrit au sujet d'Elisabeth alors qu'elle a 2 ans. Elle a un air d'autorité et de réflexion époustouflant pour un enfant. Sa cousine Margaret Rhodes la décrit comme une petite fille joviale mais extrêmement sensée et bien élevée. En 1933, âgée de 7 ans, la princesse est portraiturée par le peintre des cours royales et du monde aristocratique, Philippe de Laszlo. En tant que petite fille d'un monarque, dans la lignée masculine, les prédicats et titres complets de la petite fille sont Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth d'York. Elle est alors la 3e dans l'ordre de succession au trône britannique, après son oncle Édouard de Galles, futur Édouard VIII, et de son père Albert, duc d'York, futur George VI. J'ai du mal à parler, désolé. Excusez-moi pour aujourd'hui, mais j'ai vraiment du mal avec l'allocution là en ce moment. Aujourd'hui. Même si sa naissance attire l'attention du public, il n'est pas prévu qu'elle devienne un jour reine, car le prince de Galles n'a que 31 ans et beaucoup pensent qu'il se mariera et aura des enfants. En 1936, lorsque son grand-père, le roi George VI, meurt, son oncle accède au trône sous le nom d'Édouard VIII, et elle devint seconde dans l'ordre de succession. En décembre 1936, Édouard VIII abdique, car son intention d'épouser Wallis Simpson, 2 fois divorcée et américaine, cause une crise constitutionnelle. Le père d'Élisabeth devint alors roi sous le nom de George VI. Elle est désormais, à l'âge de 10 ans, l'héritière présomptive avec le titre de Son Altesse Royale la Princesse Élisabeth. Si ses parents avaient eu un fils par la suite, elle aurait perdu sa position d'héritière présomptive et son frère serait devenu le prince héritier au trône britannique. Élisabeth reçoit un enseignement privé en histoire constitutionnelle dispensé par Henry Martin, le vice-président du collège d'Eton. Élisabeth et sa sœur apprennent le français auprès des gouvernantes dont c'est la langue maternelle. D'abord des rudiments sous la conduite de Georgina Guérin, française, puis des cours plus perfectionnés dispensés par Marie-Antoinette de Bellaigue, d'origine belge,
qui enseigne également la langue de Molière aux enfants de Lord Alec Ardent, secrétaire privé du roi George VI. Une compagnie de guidisme, la première compagnie au palais de Buckingham, est spécialement formée pour qu'elle puisse rencontrer des filles de son âge. Au printemps 1939, les parents d'Elizabeth partent pendant plus d'1 mois pour effectuer une tournée officielle au Canada et aux États-Unis. Comme en 1927, lorsqu'ils étaient rendus en Australie et en Nouvelle-Zélande, Elizabeth reste au Royaume-Uni, car son père considère qu'elle est trop jeune pour de tels voyages. Elizabeth semblait au bord des larmes au départ de ses parents. Ils échangent régulièrement des lettres et le 18 mai réalisent le premier appel téléphonique transatlantique de la famille royale. Elizabeth rencontre son futur époux, le prince Philippe de Grèce et de Danemark, de 5 ans son aîné, en 1934, et le revoit en 1937. Ils sont cousins issus de germains par le roi de Danemark, Christian IX, et cousins arrière issus de germains par la reine Victoria. Ils se rencontrent à nouveau au Royal Naval College de Dartmouth en juillet 1939. Alors qu'elle n'a que 13 ans, Elizabeth déclare qu'elle est tombée amoureuse de Philippe, qui en a 18. Ils commencent à échanger des lettres. Leurs fiançailles sont officiellement annoncées le 9 juillet 1947. Cette relation suscite quelques controverses. Philippe n'est qu'un membre d'une branche cadette de la Maison royale de Grèce qui a connu un nombre de vicissitudes depuis le début du siècle. De plus, ce prince d'origine étrangère, même s'il est naturalisé à la suite de son service dans la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale, n'est pas fortuné. Certaines de ses sœurs en ont outre épousé des princes allemands proches du parti nazi. Marion Crawford écrit « Certains des conseillers du roi considéraient qu'il n'était pas suffisamment bien pour elle. Il était un prince sans maison au royaume. Certains documents appuyaient clairement et fortement sur les origines étrangères de Philippe. Des biographies ultérieures avancent que la mère d'Élisabeth se serait initialement opposée à l'union, qualifiant même Philippe de Hun, équivalent anglais de Boche. À la fin de sa vie, elle indique toutefois à son biographe Tim Held que Philippe est un gentleman anglais. Avant le mariage, Philippe renonce à ses titres grecs et danois, abandonne l'église orthodoxe de Grèce pour l'anglicanisme et adopte le titre de lieutenant Philippe Mountbatten, en prenant le nom britannique de sa mère. Juste avant le mariage, il est fait duc d'Édimbourg et reçoit le prédicat d'Altesse royale. Élisabeth et Philippe se marient le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster. Ils reçoivent environ 2500 présents envoyés du monde entier. Le Royaume-Uni ne s'étant pas encore complètement remis de la guerre, Élisabeth impose que des coupons de rationnement soient utilisés pour acheter le tissu de sa robe, dessiné par Norman Hartnell. Les proches allemands de Philippe, dont ses 3 sœurs survivantes, ainsi que le duc de Windsor, l'ancien roi Édouard VIII, ne sont pas invités à la cérémonie. Élisabeth, duchesse d'Édimbourg par son mariage, donne naissance à son premier enfant, Charles, le 14 novembre 1948. Un mois plus tôt, le roi délivre des lettres patentes autorisant les enfants de sa fille à porter les titres de prince ou de princesse, ce qui leur est théoriquement interdit car leur père n'est alors plus un prince royal. Un second enfant, la princesse Anne, naît le 15 août 1950. À la suite de son mariage, le couple loue Wendlesham Moor près du château de Windsor jusqu'au 4 juillet 1949, date à laquelle il s'installe à Clarence House, à Londres. À plusieurs reprises entre 1949 et 1951, le duc d'Édimbourg est stationné dans le protectorat britannique de Malte en raison de son rôle d'officier dans la Royal Navy. Élisabeth et lui résident alors dans le village maltais de Guadamanga, où ils louent la résidence de l'oncle de Philippe, Louis Mountbatten. Durant cette période, leurs enfants restent au Royaume-Uni. En 1951, la santé de George VI déclinant, Élisabeth le remplace fréquemment dans les cérémonies publiques. Lors de sa visite en Amérique du Nord, où elle se rend au Canada et rencontre le président Truman à Washington en octobre 1951, son secrétaire particulier, Martin Charteris, est muni du brouillon d'une déclaration d'accession au trône au cas où le roi viendrait à mourir lors de son voyage. Au début de l'année 1952, Élisabeth et Philippe entreprennent une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec une escale au Kenya. Le 6 février 1952, alors qu'ils viennent juste de rentrer à leur résidence kenyane de Sagana Lodge, après une visite du parc national d'Aberdare, ils apprennent la mort du roi. Martin Charteris demande à la princesse de choisir un nom de reine et elle décide de garder Élisabeth, évidemment. Elle est alors proclamée reine dans tous ses royaumes sous le nom d'Élisabeth II, une Élisabeth ayant déjà régné
au XVIe siècle, et les membres de la cour rentrent hâtivement au Royaume-Uni. En tant que nouveau monarque, elle s'installe au palais de Buckingham. Après l'accession au trône d'Élisabeth, il semblait probable que la maison royale allait porter le nom de son époux pour devenir la maison de Mountbatten, comme cela était la coutume pour une femme de prendre le nom de son époux. La grand-mère d'Élisabeth, la reine Marie, et le premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, préféraient conserver le nom de maison Windsor, et le mot Windsor fut maintenu. Dès lors, le duc se plaint qu'il était le seul homme du pays à ne pas avoir le droit de donner son nom à ses propres enfants. En 1960, après la mort de la reine Marie en 1953, et la démission de Churchill en 1955, le nom Mountbatten-Windsor est adopté pour Philippe et ses descendants de la ligne masculine qui ne portent pas de titres royaux. Au milieu des préparatifs pour le couronnement, la princesse Margaret informe sa sœur qu'elle souhaite épouser l'aviateur Peter Townsend, de 16 ans son aîné, et père de 2 enfants issus d'un précédent mariage. La reine lui demande d'attendre 1 an. Selon Martin Charteris, la reine était naturellement compatissante envers la princesse, mais je pense qu'elle imaginait qu'elle espérait qu'avec le temps, cette liaison s'essoufflerait d'elle-même. Les chefs politiques sont opposés à cette union, et l'Église d'Angleterre n'autorise pas le remariage si le divorcé n'était pas veuf. Si Margaret contractait un mariage civil, il était probable qu'elle devrait renoncer à son droit au trône. Elle décide finalement d'abandonner sa relation avec Townsend. En 1960, elle épouse Anthony Armstrong Jones, titré comte de Snowdown, l'année suivante. Ils divorcent en 1978 et Margaret ne se remarie pas. Malgré la mort de la reine Marie le 24 mars, les préparatifs du couronnement se poursuivent et il a lieu comme prévu le 2 juin 1953. À l'exception de l'Eucharistie et de l'onction, l'ensemble de la cérémonie à l'abbaye de Westminster est retransmis à la télévision pour la première fois de l'histoire. Leur robe de couronnement est dessinée par Norman Hartnell. Elle est brodée avec les emblèmes floraux des pays du Commonwealth. La rose Tudor anglaise, le chardon écossais, le poireau gallois, le trèfle irlandais, la feuille d'érable canadienne, le mimosa doré australien, la fougère argentée néo-zélandaise, la protée royale sud-africaine, la fleur de lotus pour l'Inde, et Céliane et le blé, le coton et la jute pakistanais. Les 2 premières décennies du règne de la reine se situent juste après la Seconde Guerre mondiale, pendant les années 1950 et les années 1960. La période est marquée par la guerre froide politiquement et par les 30 glorieuses économiquement. Pendant cette période, elle agrandit la famille royale en donnant naissance à 2 enfants, en 1960, Andrew, et en 1964, Edward. Les grossesses ayant précédé ces naissances sont les seules occasions au cours desquelles elle ne participe pas à la cérémonie d'ouverture du Parlement britannique durant son règne. Elle donne à son fils aîné Charles le titre de prince de Galles et comte de Chester le 26 juillet 1958. Son intronisation n'est cependant effective que le 1er juillet 1969, lorsqu'elle lui remet la couronne des princes de Galles au château de Caernarfon, lors d'une cérémonie retransmise à la télévision britannique. Le prince prononce une partie de son discours en langue galloise. Le 13 juin 1981, durant la cérémonie du salut aux couleurs et 6 semaines avant le mariage du prince Charles et de Diana Spencer, 6 coups de feu visent la reine alors qu'elle descend The Mall sur son cheval Burmese. La police découvre par la suite qu'il s'agit de cartouches à blanc. Le tireur, Marcus Sargent, est condamné à 5 ans de prison avant d'être libéré au terme de 3 années. Le sang-froid et le contrôle de sa monture par la reine furent largement remarqués. 4 mois plus tard, le 14 octobre 1981, tandis que la souveraine visite la ville de Dunedin en Nouvelle-Zélande, elle est la cible d'une nouvelle tentative d'attentat. Christopher John Lewis, âgé de 17 ans, tire un coup de feu avec un long rifle depuis le 5e étage d'un immeuble, surplombant la parade royale au moment où la reine marche le long de la foule massée à sa sortie du musée Otago. Les tests balistiques de la police ont par la suite révélé que la trajectoire de la balle était plus susceptible d'avoir passé au-dessus de la foule que d'avoir été tirée sur une route comme l'envisageait une première hypothèse. Lewis est arrêté, mais n'est cependant jamais accusé de tentative de meurtre ou de trahison. Il est condamné à 3 ans de prison pour possession illégale et décharge d'une arme à feu. Ces informations ne sont portées à la connaissance du public qu'en 2018, après la déclassification de documents par la Security Intelligence Service. Le 9 juillet 1982,
la reine est réveillée dans la chambre du palais de Buckingham par un intrus dénommé Michael Fagan. Les journaux de l'époque rapportent qu'ils discutent pendant près de 10 minutes avant que la sécurité n'intervienne. Mais Michael Fagan contredit ces affirmations. Un rapport de police subséquent à cette intrusion critique la compétence des officiers de service, ainsi qu'un système de commandement confus et divisé. Les révélations sur le mariage de Charles et Diana continuent après leur séparation en 1992. Même si les idées républicaines semblent plus populaires que jamais au Royaume-Uni, le républicanisme reste minoritaire et la reine conserve des niveaux d'approbation élevés. Les critiques se concentrent davantage sur l'institution monarchique et la famille élargie de la reine que sur ses actions et son propre comportement. Après en avoir discuté avec le Premier ministre John Major, l'archevêque de Canterbury, George Carey, son secrétaire particulier Robert Fellows et son époux, elle écrit à Charles et Diana à la fin du mois de décembre 1995 pour leur dire qu'un divorce était préférable. Un an après le divorce qui a lieu en 1996, Diana meurt dans un accident de la route à Paris le 31 août 1997. La reine était en vacances avec Charles et ses petits-enfants, William et Harry, au château de Balmoral. Les deux enfants de Diana voulant se rendre à l'église, le couple royal les y accompagne dans la matinée. Après cette unique apparition publique, la reine et le duc d'Édimbourg protègent leurs petits-enfants du tourbillon médiatique en les gardant au château pendant 5 jours, mais l'opinion publique est concernée par le fait que la famille royale n'ait pas mis en berne les drapeaux du palais de Buckingham. Pressée par les réactions hostiles, la reine rentre à Londres et accepte de prononcer une allocution télévisée le 5 septembre, la veille des funérailles de Diana. Elle y exprime son admiration pour Diana et ses sentiments de grand-mère pour les princes William et Harry. Cet acte est favorablement apprécié par l'opinion publique et l'hostilité s'affaiblit. Même si la reine a connu peu de problèmes de santé durant sa vie, elle est opérée des 2 genoux en 2003. Elle inaugure le 9 octobre 2004 le bâtiment du Parlement écossais à Édimbourg. Le bruit que vous entendez, c'est mon chien. Bien que les députés de la station constitutive y aient tenu une première séance le 7 septembre, conséquence du Scotland Act 1998. En octobre 2006, elle ne participe pas à l'inauguration du nouvel Emirates Stadium de Londres, en raison d'une déchirure musculaire au dos qui l'a handicapée depuis l'été. Le 19 mars 2020, la reine Elisabeth II se retire par précaution au château de Windsor alors que la pandémie de Covid-19 frappe le Royaume-Uni. La souveraine, âgée de 93 ans, avait annoncé quelques jours auparavant le report de plusieurs engagements publics en raison de la pandémie. La reine et son époux sont ainsi confinés et entourés d'un protocole sanitaire très strict surnommé HMS Bubble, comme une bulle. Le 5 avril 2020, Elisabeth II s'adresse à la nation britannique et au Commonwealth lors d'une allocution télévisée, le 4e début de son règne, enregistré depuis le château de Windsor où la reine est confinée avec son époux. Elle déclare « J'espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la façon dont le peuple britannique a répondu à ce défi. Ceux qui nous succéderont diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que tous, que les attributs de l'autodiscipline, de la bonne résolution tranquille et de la camaraderie caractérisent toujours ce pays. » Le 8 mai suivant, à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reine prononce un nouveau discours diffusé sur la BBC à 20h, soit l'heure exacte à laquelle son père le roi George VI s'est exprimé à la radio en 1945, dans lequel elle appelle notamment les Britanniques à ne jamais perdre espoir. La reine reprend ses engagements officiels en octobre 2020 à l'occasion d'une inauguration. Elle apparaît pour la première fois masquée le 4 novembre 2020 pour les 100 ans de l'inhumation du soldat inconnu à l'abbaye de Westminster. Le même mois, en raison de risques de contamination liés au virus, Elisabeth II et son époux le prince Philippe retournent au château de Windsor. Le 9 juillet 2021, le palais de Buckingham annonce que la reine et son époux ont reçu une première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la Covid-19. En février, le palais publie une vidéo dans laquelle la reine encourage les Britanniques à se faire vacciner. Le 9 avril 2021, après plus de 73 ans de mariage, son époux le prince Philippe meurt au château de Windsor à l'âge de 99 ans. La reine Elisabeth II déclare dans un communiqué être très affectée par sa disparition.
Philippe était considéré comme le deuxième pilier de la monarchie après la souveraine. Pour beaucoup de commentateurs, experts en royauté et médias internationaux, la reine Elisabeth II est entrée dans le crépuscule de son règne après la disparition de son mari, qui a dans le même temps rappelé aux Britanniques que la reine n'est pas immortelle. Elle est en outre le premier monarque britannique à régner veuf depuis la reine Victoria. La reine fait sa première apparition publique après la mort de son époux lors de son 67e discours d'ouverture du Parlement le 11 mai suivant. Pour la première fois depuis 1967, elle est assise seule devant la Chambre des Lords, le fauteuil du prince consort ayant été retiré. À partir d'octobre 2021, la reine est régulièrement aperçue se déplaçant appuyée sur une canne, ce qui suscite une grande émotion au Royaume-Uni. Selon des sources proches de l'entourage de la souveraine, le choix d'une canne a été fait pour le confort de la reine et non pas pour une raison médicale particulière. Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, la reine Elisabeth II est hospitalisée et subit des examens préliminaires, annonce le palais de Buckingham. Selon le communiqué publié dans la soirée suivant, la sortie de l'hôpital du monarque, la reine, garde bon moral et est rentrée à l'heure du déjeuner au château de Windsor. Le 27 octobre suivant, alors qu'elle effectue des tâches légères au château de Windsor, le palais de Buckingham annonce que la reine ne se rendra pas à la COP26, qui doit débuter à Glasgow le 1er novembre suivant. Conformément à un avis médical, il lui est recommandé de se reposer. Dans un communiqué publié 3 jours plus tard, il est annoncé que sur l'avis de ses médecins, la reine Elisabeth devra encore rester au repos pour au moins 2 semaines. Tandis que son retour sur la scène publique était annoncé lors des commémorations du Remembrance Day, le 14 novembre 2021, un communiqué du palais de Buckingham annonce que la souveraine, déçue, renonce en raison de douleurs au dos à assister au service religieux prévu ce jour. Le prince Charles de Galles remplace donc sa mère lors de la cérémonie et dépose une gerbe de fleurs au pied du cénotaphe de Londres. Le 21 novembre, en dépit des inquiétudes liées à sa santé, la reine assiste au baptême conjoint de ses 2 arrière-petits-fils, Lucas Tyndall et August Broxbank, lors d'une cérémonie privée à la chapelle royale de Tous les Saints dans le domaine de Windsor. Le février 2022, le palais de Buckingham annonce que la reine Elisabeth II a été testée positive à la Covid-19, mais que la souveraine ne présente que des symptômes légers. Un service d'action de grâce en hommage au défunt duc d'Édimbourg a lieu à l'abbaye de Westminster le 29 mars 2022. Alors qu'elle avait annulé ses dernières apparitions publiques, la reine Elisabeth II, entourée de membres de sa famille et de souverains des familles royales européennes, assiste au service. Il s'agit de la première apparition publique de la souveraine depuis 5 mois. Le 10 mai 2022, la reine est absente pour la 3e fois en 70 ans de règne lors du traditionnel discours du trône. Elle est remplacée par son fils, le prince Charles. C'est la première fois que la reine manque l'événement en raison de problèmes de santé. Ces 2 absences précédentes étant dues à ses grossesses en 1959 et en 1963. C'est également la première fois que le prince Charles remplit une fonction si importante. Le 14 juillet 2022, il est annoncé par le Daily Mail qu'une grande partie des tâches officielles exigeantes seront accordées au prince Charles. Les fonctions et les apparitions publiques de la reine Elisabeth II deviennent bien moins présentes. La reine Elisabeth II est le monarque britannique ayant atteint l'âge le plus avancé, ayant le plus long règne devant Victoria. La souveraine a régné plus de 70 ans et était le plus ancien souverain encore en exercice après la mort du roi de Thaïlande, Rama IX, le 13 octobre 2016. Elle est le 2e monarque ayant eu le règne le plus long, juste derrière le roi de France, Louis XIV. Louis XIV, pardon. En novembre 2019, des rumeurs relayées par certains médias britanniques ont laissé entendre que la reine aurait envisagé d'abdiquer d'ici à quelques années, et plus précisément à l'occasion de son 95e anniversaire en 2021. Mais des proches de la famille royale ainsi que des experts ont démenti ces rumeurs. Selon eux, la reine n'avait pas l'intention d'abdiquer, même si ses engagements publics étaient désormais en partie assurés par le prince de Galles. Le 8 septembre 2022, à 15h10, heure de Londres, la reine Elisabeth II meurt au château de Balmoral en Écosse, à l'âge de 96 ans, entourée des membres de sa famille, dont son successeur. Sa disparition met un terme à un règne historiquement long de 70 ans, 7 mois et 2 jours. 2 jours avant son décès, la reine avait reçu à Balmoral sa 15e et dernière première ministre, Liz Truss, et avait été placée sous surveillance médicale quelques heures avant l'annonce de sa mort, selon un communiqué
émis par le ballet de Buckingham. À 73 ans, le fils aîné de la reine succède à sa mère sur le trône et devient le roi Charles III. La mort d'Élisabeth II provoque le lancement de l'opération London Bridge. Le 11 septembre, son cercueil quitte Balmoral et traverse par la route une partie de l'Écosse avant de joindre la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, où il est exposé au public pendant 2 jours. Après son retour à bord d'un avion de la Royal Air Force à Londres, la veille, le cercueil royal est conduit en procession le 14 septembre depuis le palais de Buckingham jusqu'à Westminster Hall, entouré de ses frères et sœurs ainsi que de ses enfants. Le roi Charles III suit le cercueil de sa mère à pied tout au long de la procession. Le cercueil déposé sur un catafalque est orné de la couronne impériale d'apparat et ensuite exposé au public de Westminster Hall durant 4 jours. Les funérailles nationales de la reine Elisabeth II se tiennent le 19 septembre en l'abbaye de Westminster et sont conduites par l'archevêque de Canterbury. Justin Welby est le doyen de Westminster. 2000 invités sont présents, dont 500 chefs d'État et de dignitaires étrangers dans l'abbaye, qui peut accueillir jusqu'à 2200 personnes. Au terme de la cérémonie conduite lors d'une ultime procession militaire jusqu'au château de Windsor, le cercueil de la reine est inhumé en fin de journée en la chapelle Saint-Georges de Windsor, où la souveraine repose aux côtés de ses parents, George VI et d'Élisabeth, et ainsi de sa sœur et de son époux, Philippe, et de plusieurs de ses prédécesseurs. Au cours de sa vie, la reine a été connue successivement sous les titres suivants. Le 21 avril 1926 jusqu'au 11 décembre 1936, elle était appelée Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth d'York. Du 11 décembre 1936 au 20 novembre 1947, elle était ainsi appelée Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth. Du 20 novembre 1947 au 6 février 1952, elle était appelée Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth, Duchesse d'Édimbourg. Et ensuite, du 6 février 1952 jusqu'au jour de son décès, elle était appelée Sa Majesté la Reine. Je pense que du coup on va pas finir la vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que là ça fait 37 minutes que je retourne, bientôt 38, et c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Étant donné que j'ai parlé de son père et ainsi d'elle, c'est ça qui rajoute de la longueur. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur la suite, Charles et ses enfants. Donc je pense que le dimanche prochain, j'aurai fini. Et après, je passerai aux applications de lecture que je veux vous parler. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a quand même plu. En tout cas, moi je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!